de la transition. Pourquoi? Parce que nous, au mouvement Impact France et plus globalement tous les réseaux engagés dans la transition, on pense qu'il y a évidemment urgence. Je pense que aucune personne qui est présente ici ne sera surprise et ne sera pas d'accord sur le fait qu'il y a urgence à imposer une compétitivité qui sera plus fondée sur le bien commun, sur la préservation de l'environnement et plus uniquement sur le facteur prix. On a donc décidé de débattre du sujet en toute bienveillance. L'idée, ce n'est pas d'être parfait, c'est de voir comment améliorer les choses, comment améliorer la loi, comment mettre en place des bonnes pratiques. Et vous allez donc, pendant ce débat, pouvoir poser vos questions. Vous allez pouvoir vous poser vos questions avec le hashtag UED 2021 sur le YouTube Live ou directement sur Twitter si vous avez un compte Twitter. Vos questions seront reprises et affichées sur l'écran de l'animateur qui les prendra au besoin et en fonction de ces échanges avec les intervenants. Eh bien, nous sommes prêts. Nous allons donc tout de suite accueillir les intervenants qui sont donc Thibaut Guilly, qu'on peut applaudir, qui est le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Bonjour Thibaut, bienvenue, installez-vous. Installez-vous plutôt au centre du coup. On va accueillir Carole Tawema que vous avez vu tout à l'heure qui est fondatrice et CEO de Caretic, une marque de cosmétiques bio et engagée. On accueille Laurent Huynh qui est le directeur général de Bjorg qu'on ne présente plus. On accueille également Emeline Baume qui est la première vice-présidente de la métropole de Lyon. Emeline, que vous avez vu sur la masterclass précédente, bienvenue. On accueille, je vous l'avais dit, un super panel, Eva Sadoun que vous avez vu également tout à l'heure, qui est donc coprésidente du mouvement Impact France et fondatrice de l'ITA. On peut l'applaudir également. Et enfin, nous accueillons Christophe André qui est directeur RSE adjoint de Sanofi. Bienvenue Christophe, merci d'être présent parmi nous. Et pour animer ce débat passionnant pendant 70 minutes, nous avons fait appel à Boris Ivanov, qui, je vous le rappelle, est journaliste, chef de rubrique économique du groupe EBRA, qui regroupe la PQR Grand Est. Boris, bienvenue. Je te laisse le beeper, un micro. Et voilà, je vous souhaite une bonne conférence, un bon débat. Voilà, ça marchera mieux allumé. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence et de votre participation à ce grand débat, cette grande plénière autour de la transition sociale et écologique, autour d'un certain nombre de grandes thématiques que Mathieu a déjà évoquées. Alors moi j'avais envie de commencer quand même en parlant de quelque chose qui n'est pas anodin, que notre président de la République lui-même a annoncé en fin de semaine dernière, 30 milliards d'euros pour la transition écologique, un plan d'investissement dénommé plan d'investissement en 2030. Alors, parmi ces 30 milliards, il y a un certain nombre de secteurs comme le numérique, la compétitivité, retrouver une certaine souveraineté en France, souveraineté de nos moyens de production, souveraineté de nos emplois aussi. Mais parmi ces 30 milliards, il y a peut-être aussi quelque chose qui n'a pas été évoqué, un certain nombre d'éléments et de facteurs qui n'ont pas été dits, notamment à propos de la transition sociale, justement, peut-être un certain nombre d'engagements qui n'ont pas été pris. Enfin, on va parler de tout ça. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Et moi, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est justement à propos de cet impact de la transition sociale et écologique sur l'économie. Est-ce qu'elle peut être un accélérateur
de business. Est-ce qu'elle peut faire en sorte que les entreprises aujourd'hui continuent à avoir un certain nombre de profits et de productivité et de compétitivité? Monsieur Laurent Jung, donc vous êtes patron de Bjorg. C'est à vous que s'adresse cette première question. L'impact social et écologique peut-elle être un accélérateur de business? Bonjour à tous. Alors, chez Bjorg, on en est convaincu depuis plus de 30 ans, puisque la marque a été créée par un visionnaire à une époque où le bio n'existait pas dans les grandes surfaces alimentaires. Et il en a fait un business aujourd'hui qui est tout à fait équilibré, à la fois pour les consommateurs, pour les distributeurs et pour nos collaborateurs, mais également pour les producteurs, avec des rémunérations qui sont supérieures à la moyenne et encore plus supérieures quand on va sur nos marques équitables. Donc très clairement, aujourd'hui, on a un business model et il est en train d'en plus de s'amplifier où les sociétés, les boîtes qui font du social et de l'écologique, leur ADN, ont un vrai pouvoir d'attraction auprès des consommateurs. À un moment où la communication est transversale, où le consommateur a repris la parole au travers de tous les réseaux sociaux, il y aura de moins en moins de fake. C'est-à-dire qu'on parle de greenwashing aujourd'hui, certains industriels disent des choses mais font d'autres choses. Par contre, ce que j'ai envie de dire, les pure players, ceux qui sont nés avec ça, il y en a beaucoup dans la salle, hein. Moi j'en croise tous les jours, il y en a beaucoup dans nos startups. Ceux qui sont nés avec cet ADN-là, aujourd'hui ont un avantage compétitif qui se retrouve dans une loyauté des consommateurs, mais aussi dans une capacité du consommateur à mettre un petit peu plus d'argent sur la table, justement pour rémunérer de façon plus équitable du producteur jusqu'au collaborateur. Christophe André, donc vous êtes responsable RSE chez Sanofi. Ce que vient de dire Monsieur Jung à propos de justement cet encouragement à faire de la transition sociale et écologique un vrai moteur de profit, c'est quelque chose que vous partagez chez Sanofi, Sanofi Pasteur? Oui, tout à fait, ça me parle complètement. Enfin, votre question était, est-ce que ça peut être un accélérateur? Je le formulerai différemment en disant que si aujourd'hui vous n'êtes pas dans la transition écologique et sociale, c'est définitivement un frein. Parce que toutes nos parties prenantes le demandent. Et toutes nos parties prenantes, c'est les employés, c'est les clients, c'est les consommateurs. Vous ne pouvez pas passer à côté. Maintenant, il ne suffit pas de l'annoncer. Sinon, vous pouvez toujours éventuellement être taxé de greenwashing. Il faut l'incarner. Il faut l'incarner par des actions très concrètes. Et donc chez Sanofi, on a plusieurs actions. Pour parler de transition écologique, on a un nouveau packaging qu'on appelle la Compact Box qui réduit l'étui de moitié et on a l'engagement que d'ici 2027, tous nos vaccins auront cette Compact Box. Il n'y a pas de blister à l'intérieur. En termes de façon d'acheminer les produits, il y a 10 ans, on avait 80% de nos acheminements qui étaient aériens et 20% maritimes. 10 ans après, c'est l'inverse. On est 20% en aérien, 80% en maritime. En termes de transition sociale, on est très engagé dans le programme Pacte, le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, où nous favorisons l'engagement des collaborateurs, le parrainage de jeunes, l'embauche d'alternants, notamment issus de quartiers prioritaires politiques de la ville. Le programme Pacte est notre priorité RSE numéro 1 en France. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on veut incarner et qui est indispensable maintenant. D'accord. Eva Sadoun, donc, vous êtes directrice de l'ITA.co, c'est la finance citoyenne. Donc, pour vous, c'est un sujet, effectivement, qui vous touche de près. Comment fait-on, à votre niveau, pour que la transition sociale devienne un accélérateur de business? Je voudrais juste... par rapport aux premières parties d'intervention, juste réagir rapidement et ça fera le lien. En fait, se poser la question de la transition de nos modèles et passer de la parole aux actes, ça veut dire redonner une raison d'être en fait à nos entreprises. Et je pense qu'il faut aussi cesser de se mettre toujours du côté du consommateur en disant on apporte ce que le consommateur
a besoin, surtout quand on est dans des secteurs comme la santé ou comme l'aide sociale, etc. Parce que derrière, en fait, le problème, c'est que en fait, on ne couvre pas et on ne répond plus à sa raison d'être si on répond aux demandes des consommateurs. Des cas très précis, que peuvent être par exemple la résolution de certaines maladies qui en fait ne sont pas bankable, donc du coup n'apportent pas de business, ou être porteur en fait d'une vision progressiste, comme par exemple on pourrait penser sur la pilule masculine ou la contraception pour les hommes. En fait, tous ces sujets, ils sont importants parce que ils structurent une raison d'être de l'entreprise. Et demain, en fait, les entreprises, elles doivent avoir cette raison d'être parce qu'en fait, elles façonnent notre manière de vivre. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est un monde capitaliste, c'est comme ça. Et donc, les entreprises façonnent le monde. Donc, si on veut imaginer un monde et une transition écologique et sociale, il faut que les entreprises soient capables de façonner un monde auquel on aspire tous. Et comment on le fait avec la finance? Parce qu'en fait, la finance, finalement, peut être parfois le frein à ça. Et on rarement, en fait, au mouvement Impact France, on accule les dirigeants. Par contre, on peut, et moi je le fais en tant qu'État, je vais pas dire que le mouvement Impact France le fait, mais on peut par contre regarder la finance et se dire comment aujourd'hui elle ne participe pas, elle n'arrive pas à participer à ces logiques de transition. Un des premiers problèmes, c'est qu'elle est parfois trop court-termiste. Alors que là, on pense des enjeux long terme, notamment quand on parle de transition écologique. Bon, c'est moins long terme que ce qu'on espérerait, malheureusement, la question climatique, on a vu le dernier rapport du GIEC, mais ça n'empêche qu'il faut quand même être dans ces perspectives long terme si on veut pas juste accuser l'urgence comme ça et être capable de planifier un petit peu sur le long terme. Il faut que la finance soit capable aussi de prendre des risques en matière d'innovation sociale et en matière d'innovation écologique. Il faut qu'elle soit capable aussi d'arrêter d'être dans une logique héroïste qui ne considère pas en fait la pérennité de son investissement et qui la pousse à rester dans des logiques extrêmement court terme. Il faut qu'elle se désinstitutionnalise aussi. Et ça, c'est pour ça qu'on incarne ça avec l'ITA.co. Il faut qu'on arrête de mettre la finance dans les mains des institutionnels et qu'on surintermédie la finance, qui fait qu'on perd en fait l'impact et la responsabilité. C'est Gunther Anders qui en parlait très bien, qui utilise un événement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour illustrer le fait que parfois quand on met en place des chaînes de valeur trop intermédiaires, on perd en fait l'impact de nos actions et on rend possible le monstrueux en fait. Plus le système est grand et plus la machine est grande. C'est pour ça qu'avec l'ITA, on essaye d'incarner ça en remettant des circuits courts en fait dans la finance et on se rend compte que quand on met les gens face à leur responsabilité d'investisseurs, ils décident d'investir dans la transition écologique et sociale. Et c'est le premier pas qu'on essaie effectivement d'opérer avec l'ITA mais qui devrait toucher l'ensemble de la finance, c'est-à-dire des intermédiaires, remettre de la transparence et intégrer ces logiques long terme à la stratégie d'investissement. Emeline Baum, ce que vient de dire Eva à propos de la finance entre les mains des institutionnels, vous imaginez à la métropole de Lyon des grandes entreprises du CAC 40, vous en avez déjà quelques-unes, mais comment faire justement pour mettre un petit peu plus de réglementation et un petit peu plus d'institutionnel dans la finance? Wow. Alors, deux choses. En fait, c'est pas forcément de la réglementation, c'est peut-être plus mettre du sens dans les flux financiers auxquels participe par exemple la métropole par son investissement. Donc, on retombe sur le sujet de la table ronde d'avant, sur le sujet des achats. Et comme disait Eva, mais c'était un peu sous-tendu dans ce que vous disiez, le sujet de créer des rapports de proximité entre les organisations qui offrent des biens et des services et les territoires, les collectivités, etc. et pas passer par 55 intermédiaires, se connaître, se reconnaître pour pouvoir agir ensemble et transformer ensemble notre territoire. En tout cas, moi, je suis là pour ça, pour accompagner la transformation d'un territoire dans un horizon qui est désormais partagé par le plus grand nombre, comme vous disiez en introduction. Le sujet, c'est le ici et maintenant, comment on envoie, comment on entend les signaux faibles et comment on renvoie des signaux positifs aux organisations, aux grands groupes qui sont éventuellement cotés au CAC 40, mais aussi aux organisations de l'économie sociale et solidaire qui ont envie de participer à la création de valeur sur le territoire et qui ont envie aussi de faire bouger un peu la répartition de la valeur. Parce que dans le sujet de la finance, il y a quand même comment tu répartis la valeur et comment, enfin je vais être très caricatural, mais en général, Eva, elle le dit sur la fin tu le dis sur la fin de tes débats, comment on
on propose aux salariés de prendre part au capital de leur entreprise. Enfin voilà comment tout le monde est impliqué. On a des leviers, la métropole, nous on fait partie de sociétés coopératives d'intérêt collectif. Il y a d'autres leviers, on peut créer des fonds d'investissement. Nous, on a créé un fonds d'investissement à impact avec une grille d'impact bien spécifique pour les activités productives du territoire et exclusivement ça. On est sur l'industriel et pas autre chose. Par exemple, on n'est pas sur le numérique. Donc, je pense qu'une des réponses pour faciliter les circuits de proximité et accélérer, accompagner cette transition écologique qui, c'est vrai, est apporteuse d'affaires. Et comme l'a dit Sanofi, de toute façon, si vous y êtes pas, en tout cas côté commande publique, on vous prendra pas. Donc c'est plus un choix, c'est une obligation. Après, il y a la façon de le faire et la façon de le faire avec les autres organisations. Et c'est ça qui transforme, en fait, qui transforme la finance et qui transforme le territoire, qui crée de l'emploi, etc. Alors, il y a bien sûr les commandes publiques, il y a bien sûr les critères pour faire partie, effectivement, pour être accepté parmi ces commandes publiques. Mais Carole Tawema, donc fondatrice de la marque Caritic, comment faites-vous, vous, pour justement promouvoir vos produits et bien faire en sorte que ça soit le plus proche possible de la transition écologique? Alors, j'aurais juste faire un... Qui connaît Caritic dans la salle? Bon, on va dire un tiers, un gros tiers. Ce que nous... Alors nous, notre mission dès le départ a été de sauver des peaux. Caritic est né pour sauver des peaux au sens propre et figuré. Donc, ce que nous concevons, c'est des cosmétiques certifiés bioéquitables. On était la toute première entreprise dans l'industrie cosmétique à obtenir l'agrément ESUS. Je crois qu'on est 2 aujourd'hui, une française, 2 entreprises françaises, pour vous dire que c'est pas très commun, mais que l'industrie cosmétique a énormément à faire en termes d'impact social en matière de transition écologique. On travaille avec 700 femmes au Bénin. Je dis souvent pour présenter Caritic qu'on est 5 plus 700. On est 5 en France plus 700 au Bénin. Une toute petite entreprise peut avoir cet impact. Et la promotion, aujourd'hui, on n'a pas besoin, comme le disait le représentant de Björg, le directeur de Björg, il suffit de raconter l'histoire de Caritic pour convaincre. Donc toute entreprise qui débute avec cette raison d'être et cette mission, de sauver des peaux dans notre cas, mais d'apporter des solutions aux crises écologiques et sociales, n'a pas tant besoin de promotion, elle a juste besoin de visibilité apportée par les autres. Concrètement, si toutes les personnes dans cette salle décidaient d'aller sur le site de Caritic et de regarder ce qu'on faisait, le vote en fait pour ce type de structure serait clair et net. Et donc la transition chez nous ne s'est pas faite dès le départ. On a décidé d'améliorer le revenu des productrices de karité, de mettre en valeur leur savoir-faire, le savoir-faire français dont on fait la promotion ici en France. Nous, on a décidé de promouvoir un savoir-faire traditionnel qui a longtemps été effacé par l'industrie pétrochimique notamment. Donc il faut être un peu, ambitieux pour se dire qu'on veut promouvoir des femmes africaines dans des zones rurales et leur savoir-faire et le porter à l'international. Quand j'ai débuté, j'étais étudiante en école de commerce. Mon mémoire de fin d'études était basé sur le sujet, donc je me suis lancée. Et aujourd'hui, je dirais que quand je vois le marché et l'industrie cosmétique, je me rends compte que la croissance économique et en tout cas le développement des entreprises, qui sont 10 fois plus importantes que Caritic, se fait via tout ce que Caritic a porté pendant 10 ans. C'est-à-dire que tous les jours, on découvre des marques qui nous copient, en fait, qui copient ce que Caritic a fait, mais qui n'ont pas, en réalité, mis en place tout ce qui est nécessaire pour faire ce que Caritic a mis en place. Donc ces entreprises sont beaucoup plus connues que nous, mais je suis assez confiante, parce qu'on a toujours 10 années d'avance, on a de l'avance sur elles, et je suis relativement heureuse, parce que je me dis que tout ce qu'elles peuvent développer aujourd'hui, elles ont besoin d'entreprises comme nous pour le faire. Elles ont besoin de regarder ce qu'on met en œuvre, etc., etc. Donc moi, ce que j'aime bien faire, aujourd'hui on est en position de challenger, des structures à impact social, enfin les structures qui sont au mouvement Impact France ont pour but de pousser les grandes structures qui sont en retard à bouger.
Et là, on a lancé un produit qui est très particulier. Ceci est un shampoing soin avec 0 tensioactif de synthèse. Un shampoing sans synthèse. C'est une première dans l'industrie cosmétique, mais comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Je suis désolée si je prends trop la parole, n'hésitez pas à me couper. C'est très intéressant, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais envie de vous demander, mais ça, c'était la thématique d'après. D'accord. Il coûte cher, votre shampoing? Non, justement. Justement, et c'est la preuve que on n'est pas obligé... alors, il faudrait que je rentre dans le détail pour vous expliquer la valeur de ce produit. Oui, mais on en reparlera tout à l'heure, de toute façon. Mais on connaît un peu le métier, enfin la cosmétique, l'industrie cosmétique, qu'on s'y connaît un peu en biologie et qu'on s'y connaît un peu en chimie. On sait que pour faire un shampoing, un bon shampoing, il faut 4 ingrédients. Aujourd'hui, vous regardez la liste d'ingrédients d'un shampoing, ça va jusqu'à 15, 20, etc., etc. Et lorsque la mission d'une entreprise est d'avoir un impact, réduire en tout cas son impact et apporter des solutions aux consommateurs, mais aussi à d'autres acteurs dans l'industrie, en gros, lorsqu'elle veut absolument être copiée, nous, ce qu'on veut, c'est être copié, à tout prix, avec le respect nécessaire, puisque le greenwashing, par contre, c'est la limite qu'on ne peut pas supporter, ça peut nous tuer. On est parti, en fait, d'un métier qui a été perdu, qui est le métier de savonnier à froid, qui crée aujourd'hui énormément d'emplois en France et qui repose en fait sur l'approvisionnement en huile locale française. Le savonnier à froid le métier de savonnier à froid est non délocalisable. Et ce métier est revenu en France en 2010. Moi, j'étais ravie de découvrir ce métier. Pourquoi? Parce que dans ce genre de type de produit, on met énormément d'huile végétale qu'on ne chauffe pas. Donc la savonification à froid, c'est à 40 degrés. Donc on a commencé avec ça. Et puis on a développé des premiers savons à froid qui ont reçu de nombreux prix, etc., qui sauvent des peaux, littéralement. Et quand est venue la question du développement d'un shampoing, je suis désolée, messieurs, on parle de... Mais vous l'avez aussi, vous lavez les cheveux, donc je pense que ça vous concerne aussi. Oui, il paraît. Oui. Je vous confirme. Quand s'est posé ce sujet est arrivé au moment où on a découvert que de l'oxyde d'éthylène était présent dans les aliments français, importés en France, en provenance d'Inde. Et ce sujet, en fait, l'oxyde d'éthylène, c'est un ingrédient qu'on utilise pour fabriquer des cosmétiques, notamment des tensioactifs. Il était hors de question pour nous d'utiliser un tensioactif à base d'oxyde d'éthylène. Combien même il n'y avait pas de lien direct, on ne pouvait pas savoir que dans les aliments en France, il y avait des traces d'oxyde d'éthylène à des hauteurs, quantité 1000 fois supérieures, et continuer. Donc on a décidé en fait de repartir de ce qu'on connaissait, de ce qui fonctionnait, la saponification à froid, avec un challenge qu'on a relevé avec un savonnier à froid à Lyon, pour développer ces shampoings, mais on a poussé la logique encore plus loin, puisqu'il faut limiter le plastique et les déchets, etc. Et donc là, en fait, on est sur un flacon d'aluminium consigné, réemployable, mais surtout une étiquette qui se transforme en marque-page. Donc la notion de zéro déchet, d'éliminer un maximum de déchets et surtout d'enclencher quelque chose qui est très rare dans l'industrie cosmétique aujourd'hui, qui est le réemploi, on enclenche comme ça, et puis on arrive avec l'association Cosme Bio, que je représente aujourd'hui, une association qui regroupe plus de 500 entreprises, à emmener d'autres marques à se lancer dans le réemploi. Et tout ça, on le fait alors qu'on est une toute petite TPE. Mais qu'est-ce qui fait qu'on y arrive? C'est qu'on a démontré pendant 10 ans qu'on représente en fait la transition écologique et sociale, et que si nous pouvons le faire, les grandes entreprises n'ont pas le choix. Elles doivent se transformer et vite. On continuera à en parler tout à l'heure, c'est très intéressant, mais vous évoquiez à l'instant même le savoir-faire français. Monsieur le haut-commissaire Thibault Guilhuy, haut-commissaire à l'emploi, le savoir-faire français, c'est en partie ce qui doit permettre de ramener de l'emploi en France, notamment chez les jeunes. Est-ce que c'est un vecteur que vous utilisez dans votre programme Un jeune, une solution pour justement permettre qu'il y ait davantage d'emplois? Bonjour à tous. Bon, passer d'un jeune une solution au Made in France, ça va pas être forcément d'une simplicité évidente, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis
la période du confinement a quand même invité à accélérer quand même et à se poser vraiment des questions sur la manière dont on organisait la production de nos biens et de nos services. Tout le monde a été impacté par cela, et donc ensuite c'est comment on accompagne et on accélère des logiques de relocalisation quand elles sont pertinentes. Parce que moi je trouve aussi, je pense que c'est plutôt aussi organiser des coopérations en fait entre. Je trouve que typiquement le projet que porte Madame, enfin Carole Tawema, c'est très intéressant parce que c'est une coopération entre les savoir-faire africains et puis après derrière l'accessibilité à ces produits en France. Et donc ça, moi je pense que ça c'est quand même aussi à privilégier. Donc made in France, mais aussi plutôt made in local. Enfin voilà, et se poser la question de qu'est-ce qu'on apporte le mieux là-dessus. Après très concrètement, alors j'ai un petit peu honte. D'ordinaire, j'ai jamais de masque comme ça, parce que je supporte pas en fait les masques en papier. Quand on peut en fabriquer, puisqu'on est une grande puissance textile, qu'on a bousillé notre capacité et nos savoir-faire à produire en textile. Et puis là, on est à Lyon, quand même, dans une grande région du textile. Et donc, typiquement, on a lancé aujourd'hui, il y a plus de 2000 salariés qui travaillent, en fait, en utilisant le masque textile, qui en plus de ça est réemployable 50 fois, donc c'est un peu meilleur pour l'écologie, et de redévelopper les savoir-faire textiles dans une centaine d'ateliers d'insertion de handicap partout en France, et donc en fait repartir à la conquête de ces savoir-faire-là. Cela dit, sur votre question plus générale sur la compétitivité finalement, et est-ce que la transition écologique et sociale elle vient perturber la compétitivité? Bien sûr qu'elle vient percuter cette compétitivité, dans la mesure où nos modèles d'organisation se sont construits sur des modèles qui ne prenaient pas en compte cet enjeu social et cet enjeu écologique. Et donc il nous appartient aussi, alors là je parle plutôt côté pouvoir public, de travailler avec les entreprises et de travailler avec la société civile pour se dire comment on accompagne et comment on transforme le modèle. En d'autres termes, vous savez, en France, on dépense quand même 56% de notre PIB en dépenses sociales. Donc, dans la manière dont on va concevoir la fiscalité, dans la manière dont on va concevoir la protection sociale et donc les cotisations sociales qui vont avec et qui ont un impact direct ensuite après derrière sur la compétitivité des entreprises, la construction du prix, eh bien si on valorise beaucoup plus l'impact social, si on valorise beaucoup plus l'impact écologique dans la constitution de cette fiscalité, eh bien on va adapter notre modèle pour pouvoir accélérer les transitions. Quand on pense au plan de relance, aux 100 milliards du plan de relance, et puis là, effectivement, aux 30 milliards du plan 2030, est-ce qu'on va bien flécher les fonds, non seulement sur des finalités qui accélèrent les transitions écologiques, là, je pense c'est plutôt le cas, hein, parce que c'est accélérer l'avion bas carbone, l'automobile électrique, etc., mais aussi en faisant le pari et en prenant en compte quels sont les comportements des entreprises vers lesquelles on va flécher cet argent-là. Et donc c'est ces mesures-là, c'est aussi les achats, hein, ce que vous évoquiez sur les achats inclusifs. Là, dans la loi climat, je me suis beaucoup battu pour ça, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus une seule commande publique qui n'intègre pas la considération environnementale et la considération sociale comme obligatoire en fait dans tout acte d'achat public. Bref, c'est tout ça en fait qui va faire qu'à un moment donné, la question de la compétitivité des entreprises qui font le pari de la transition écologique et sociale sera bien meilleure et que du coup on pourra accélérer le mouvement. Alors, Eva Sadoun, je vous vois réagir aux propos du haut-commissaire. Si, je vous vois réagir. Et donc, justement, par rapport à cette compétitivité, on va revenir 2 secondes un petit peu là-dessus. Faut-il que les pouvoirs publics et d'une certaine façon la loi, la réglementation s'imposent davantage pour que justement la transition sociale et écologique fasse partie de la compétitivité? Par rapport à ce plan, du coup, très concrètement, effectivement, 2030 relance. Donc, effectivement, on voit que les investissements maintenant vont être redirigés vers des grandes filières stratégiques pour la France. Donc, pour le coup, le gouvernement a bien en tête qu'il va falloir faire la transition et structurer des filières d'innovation environnementale, notamment énergétique. Pour demain, il faut que la France soit pionnière là-dessus. Donc ça, c'est bien. Moi, les 3 effets rebonds que je vois,
Le premier, c'est comment on accompagne, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément répéter, mais comment est-ce qu'on accompagne cette transition pour qu'elle soit une politique d'investissement dans l'innovation, mais aussi une politique de sobriété, qui ne fasse pas que, vu qu'on a des avions bas carbone, maintenant, il y a plus de gens qui prennent l'avion, ou surtout à peu près tout ce qui est en matière d'efficacité énergétique. Donc on fasse aussi des politiques de sobriété en parallèle pour s'assurer que en fait, l'objectif 1,5 degré soit bien atteint. On peine à trouver des objectifs aussi. On peine à mettre en place ces objectifs. Je trouve que ça, c'est parfois problématique. La deuxième chose, c'est comment on fait pour que, effectivement, la compétitivité sociale et écologique, au-delà des plans d'investissement de transition, puisse se retrouver dans l'ensemble de la réglementation. Donc à travers notamment une fiscalité qui privilégie l'impact écologique, donc à travers typiquement la réduction des impôts de production si on produit localement ou qu'on produit avec une bonne coopération internationale, pour qu'on ait effectivement une TVA aussi pour le consommateur qui soit réduite si le produit est local, parce que le produit va contribuer à l'intérêt général. Donc finalement l'État s'y retrouve, etc. Donc on va essayer de penser tous les produits de fiscalité aux différents niveaux et qu'on puisse rebâtir un socle, en fait, un socle qui pourrait être sur la base d'un outil comme l'impact score, mais pas que. Enfin, je veux dire, suffit de trouver les bons critères écologiques et sociaux, se mettre d'accord là-dessus, ne pas se faire bouffer par les critères américains, mais vraiment promouvoir les critères européens d'externalité environnementale et sociale, et puis en faire un socle pour rediriger toute la fiscalité et tous les plans d'investissement. Et la dernière chose, c'est qu'on croit en les PME françaises. Moi, je trouve qu'on ne croit pas assez en les PME françaises. Parce que tous ces plans-là, enfin, en tout cas, l'avion bas carbone qui a volé il y a 10 jours, c'est l'avion de Total Energy. Et en fait, moi, je pense que, par mon prisme finance, que dans les grandes entreprises, on pourra trouver des réponses, mais pas que dans les grandes entreprises. Parce que ces entreprises-là, malheureusement, elles sont aujourd'hui supra-financiarisées. Je vois pas comment on peut faire pour que ces boîtes-là, à moins que la finance internationale change, mais ça c'est l'affaire de l'Europe et ils sont en train de travailler pour mettre en place des normes, etc. Mais au niveau des politiques publiques, je pense qu'il faut vraiment plus croire en les PME et les faire se développer parce qu'elles ont une structure capitalistique qui peut encore leur permettre d'être souverains vis-à-vis de leurs propres choix. Parce qu'on parle de souveraineté, le dirigeant et sa propre souveraineté dans son entreprise, elle vient aussi de son indépendance et elle sera permise s'il n'est pas obligé de se financiariser pour investir dans l'innovation et s'il peut bénéficier de ces politiques publiques pour être capable, en fait, lui-même de proposer des solutions de transition. Et c'est ça qu'on essaie de aussi beaucoup défendre. On défend beaucoup les PME au mouvement Impact France parce qu'on pense qu'elles devraient être des ETI demain. Parce que malheureusement, en France, on est encore dans un écosystème qui est beaucoup trop, avec des grandes entreprises qui sont trop souveraines. Vous savez que 70% des ETI françaises, c'est des filiales de grands groupes. Enfin voilà, on dit qu'on n'a pas que des grandes entreprises, mais finalement, elles ont filialisé beaucoup nos PME et nos ETI. Et il faut redonner un peu de force pour rééquilibrer en fait le rapport de force et faire une transition saine, voilà, sur les territoires. Mais sinon, voilà, je valide aussi tout ce qui a été dit par Thibault. Et moi, j'apprécie aussi beaucoup l'action que fait au sein du ministère de l'Emploi Thibault Guilly. Là, je parle vraiment plutôt des plans d'investissement dans l'innovation. On en reparlera tout à l'heure s'il nous reste un petit peu de temps à propos de la fiscalité. Laurent Youn, moi je voulais évoquer avec vous la question des prix qui vous touchent directement, enfin en tout cas qui touchent Björg directement. Est-ce que finalement avoir des produits de consommation locale, avoir des produits qui respectent l'environnement, c'est forcément plus cher? Alors, les ingrédients qui composent sont forcément plus chers, puisque les rendements aujourd'hui sont inférieurs chez les agriculteurs. Donc, pour leur accorder un niveau de vie tout à fait satisfaisant, on paye plus cher la matière première. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a une philosophie derrière, c'est-à-dire que on gagne sans doute beaucoup moins bien notre vie que les grands groupes du CAC 40. Moi, quand je regarde les rapports financiers et quand je regarde les ratios, on est très très loin de ce que gagnent les grands de l'agroalimentaire. Donc pourquoi? Parce que effectivement, on paye plus cher nos matières premières, on paye plus cher nos producteurs, on prend sans doute moins de marge pour être accessible. Parce qu'un des grands débats aujourd'hui, et nous, notre mission, c'est d'accélérer la transition alimentaire. C'est si vous êtes trop cher en prix, vous n'emmènerez pas tout le monde avec vous. C'est ça le débat. C'est comment on rend accessible la bio au plus grand nombre. Nous, ce parti pris-là,
c'est difficile, hein, votre combat est difficile parce que, encore une fois, je reparle du créateur de Björk il y a 32 ans, c'était quelqu'un comme vous. Ce qui est difficile, quand on l'a en ADN et qu'on commence petit, on arrive à le faire. Et en fait, ce qui est difficile, c'est en grandissant de ne pas perdre son âme. Or, nos enjeux, tous, c'est de grandir. Parce que plus on sera gros, plus on pourra résister justement aux très gros qui font plus de publicité que vous, qui parlent de choses, qui montrent des très beaux top modèles payés 1 million, etc., etc. Changer le monde, c'est ça. Mais c'est un chemin qui est parsemé d'embûches parce qu'on peut avoir toujours la tentation de se dire si je veux aller plus loin, il faut que je sois moins cher. Comment je réduis les coûts? Non, on ne réduit pas les coûts. Voilà. Donc, et puis, on a aussi une politique à l'égard de nos collaborateurs de rémunération équitable, avec des politiques assez généreuses. En tout cas, moi, je considère qu'elles sont bien. Après, mes collaborateurs me disent qu'il n'y en a jamais assez, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, on fait beaucoup de choses pour nos collaborateurs. Un jour, si vous avez l'occasion, venez visiter notre siège social. Vous y verrez que on fait beaucoup de choses. C'est une grande start-up, c'est très bien, et on fait plein de choses pour que les gens se soient bien chez nous. Donc ça, c'est le premier point. Après, vous parliez de diriger les flux. Excusez-moi, monsieur Hune, mais oui. La solution, ça ne serait pas aussi de faire en sorte qu'on finalement n'ait plus, c'est pas qu'on n'ait plus le choix, mais qu'on ne trouve plus vraiment de produits de mauvaise qualité, des produits. Alors je suis pas tout à fait. C'est plus votre domaine. Mais je vais exagérer. Mais si on fermait tous les magasins H&M, il y aurait plus de problème. Je suis pas trop pour la dictature, pour être très honnête. Donc non, moi j'ai plutôt, en réfléchissant, aujourd'hui par exemple, les produits bio subissent la même TVA qu'un produit non bio. Alors moi je suggère, je viens d'avoir l'idée, hein, je n'y avais pas pensé, je suis désolé, c'est tombé sur vous, mais pourquoi pas une TVA à 7,5 sur les produits conventionnels, comme on dit, et à 3,5, à 2 sur les produits bio. Les produits bio aujourd'hui dans l'alimentaire, c'est 6% de l'alimentation. Si vous montez de 5,5 à 7,5 tous les autres, vous pouvez descendre à 0 tous les produits de l'agroalimentaire. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, parce que l'écart de prix entre un produit conventionnel et un produit bio va se réduire. Et donc, on va embarquer des gens qui se disaient avant 15% d'écart, c'est trop pour moi. Peut-être qu'à 10, la bio, tout d'un coup, elle pèse plus 6%, elle pèse 10%, elle pèse 15%, elle pèse 20%. Oui, Madame juste Baume. Pour compléter, en fait, ça se vérifie, c'est ce que disait Eva tout à l'heure. En fait, il y a quelques années, il y a une structure qui s'appelle la Fondation 2019. J'avais coopéré avec eux, mais peu importe, qui portait ce sujet. Donc, on l'avait caché derrière le mot TVA circulaire. Ce que vous décrivez, c'est exactement pareil avec du mobilier réemployé versus du mobilier Ikea, pour citer une marque, ou des vêtements qui sont de seconde main ou en tout cas qui sont issus de filières travaillées à l'échelle régionale, parce que le textile ça se joue à l'échelle régionale, ou même une offre, je vous cite un cas très précis, mais une offre de location de vêtements pour enfants. Pourquoi? Parce que c'est la période de la vie où on consomme le plus de vêtements, parce qu'on grandit tout simplement. C'est pas une histoire de mode, c'est une histoire de taille. Tout ça, on l'a porté à l'époque. Donc à l'époque, c'était TECV, la loi TECV. On a enquillé sur la loi AGEC, c'est toujours pas passé. On l'a remis dans Climat Résilience, c'est pas passé, mais ça finira par arriver. C'est pas de votre faute, Thibault. Mais voilà, il y a du plaidoyer en fait qui est travaillé. C'est ça qui est chouette en fait. Il y a des gens qui portent et qui proposent des solutions. On essaye d'être cohérent avec le débat qui se joue à l'Union européenne. Et faut juste qu'on soit beaucoup plus nombreux à porter ce plaidoyer-là pour que ce soit juste du bon sens demain pour les personnes qui arriveront en responsabilité après la petite séquence de débat national qu'on va avoir à partir du début de l'année 2022. Alors, la petite séquence de débat national, comme vous dites, Madame Baume, qui va prendre, je pense, beaucoup de place dans l'espace médiatico-politique. Monsieur Guilhuy, vous allez répondre à ce qui vient d'être dit. Une TVA à 3,5 sur le bio, pourquoi pas? Effectivement, un acte, un protocole sur les produits locaux, pourquoi pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez porter au gouvernement? Non mais de toute façon, après derrière, sans prendre forcément tous les sujets ou etc. et savoir si la solution c'est 7,5 et 3,5 ou etc. Mais ça rejoint en tout cas moi ce en quoi clairement je crois, c'est que si on a envie
par exemple, le bio. En fait, c'est reprendre, c'est quoi les externalités positives et négatives, en fait, d'une activité pour la société. Et quand on est responsable politique, eh bien, on peut être fondé à se dire, ben, si le bio, ça a des impacts sur la santé positifs, ou ça réduit les impacts nocifs sur la santé, c'est des coûts, ensuite après derrière, que la société doit supporter. Si ça a des impacts sur l'emploi, par exemple, puisque l'intensité, la qualité des emplois dans le secteur du bio n'est pas tout à fait la même, eh bien, plutôt qu'ensuite d'aller dépenser de l'argent en subventions ou en actions autant intégrer ça et encourager du coup une filière qui est vertueuse par rapport à une filière qui l'est moins du point de vue des enjeux de politique publique. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, c'est un cheminement et de temps en temps il faut revenir une fois, deux fois, trois fois à l'Assemblée pour cela, parce que ça vient aussi percuter les modèles anciens, il faut aussi l'entendre et qu'il faut on parle bien de transition et donc il faut faire attention dans ces transitions-là, mais il faut aller aussi assez vite, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas avancer. Donc moi je rejoins, globalement en tout cas la philosophie du propos qui est là, et je pense qu'on essaye de l'apporter, jamais suffisamment, il faut continuer, et c'est tout l'intérêt aussi de mouvements comme Impact France et de la société civile, ou etc., pour faire ce travail de plaidoyer et toujours pousser plus loin. D'ailleurs, il y a la question de l'impact score, parce que pour pouvoir bâtir ces politiques publiques qui soient vertueuses, il faut savoir le mesurer. Quelle est la différence entre une entreprise qui a un impact social positif et négatif? C'est pas évident de mesurer cet impact social, parce que il est fait de tout un tas de composantes. Et donc, et ça par contre, il faut que ce soit objectif, il faut que ce soit fiable, il faut que ce soit partagé par la collectivité pour ensuite en faire un support de politique publique et donc de préférence finalement d'une forme d'économie par rapport à une autre. Ça, c'est pour la responsabilité, je pense le débat sur la question peut-être des régulations économiques qui doivent s'accélérer si on a envie d'accélérer les transitions. Je pense aussi qu'on peut aussi avoir une réflexion, là je reviens à un niveau plus micro, sur la composition du prix. Vous voyez, moi, il y a un exemple, parce que je les ai vus et je les ai accompagnés dans leur développement. Veja, par exemple. Vous prenez un basket Veja. Analysez la composition des prix et des services. Vous prenez là la basket, une sneakers, ça coûte aujourd'hui 120, 130 € en magasin. Le prix de production consacré par les leaders de la basket, c'est moins de 10 €, tout compris. Et 70 €, 75 € de marketing, de publicité. On peut aussi avoir une réflexion en se disant on va faire peut-être un petit peu moins de pub, on va payer un petit peu moins les salaires désolé pour Mbappé ou Messi, mais ils baisseront un petit peu aujourd'hui quand vous achetez une paire de baskets, vous payez le salaire en fait indécent de ces joueurs de foot. On peut faire un choix différent, et Veja, ils sont au même prix, ils sont chers, je trouve, pour une paire de baskets, mais comme n'importe quelle paire de baskets, mais simplement, ils ont investi dans le produit, et donc dans du caoutchouc naturel, dans du coton biologique, dans des coopératives qui permettent aux personnes de gagner 3 fois, 4 fois le prix qu'elles gagnent dans l'industrie habituelle, et donc de pouvoir créer des écoles, de pouvoir développer tout ça. Et finalement, la belle histoire qu'il y a derrière Veja, ils font pas de pub, mais il y a une telle belle histoire que là, pour le coup, je pense qu'il y a quand même aussi le pouvoir du consommateur. Pas toujours. On ne peut pas se limiter au pouvoir du consommateur, puisque le consommateur, on le manipule avec la publicité. Mais là, en l'occurrence, sur Veja, vous avez un modèle économique qui prospère, il se développe à grande vitesse, il gagne de l'argent, simplement ils le réinvestissent après d'ailleurs dans le projet. Et là, on a des modèles vertueux. Et donc, il y a beaucoup de filières, de produits, de prestations de services qu'il faut analyser et penser la recomposition stratégique de où on met la valeur là-dessus. Le dernier point, c'est aussi il va falloir rééduquer, il va falloir qu'on se rééduque les consommateurs. Parce que vous parliez d'H&M ou je ne devrais pas citer de marque, mais peu importe, mais la fast fashion. C'est moi qui l'ai cité. Oui. La fast fashion, qu'est-ce qui est cher? Un pull à 100 €, mais que vous allez garder pendant 15 ou 20 ans, parce que il est avec des bons composés, avec des bons produits, il a été fabriqué et vous allez pouvoir le garder longtemps, ou acheter un pull à 10 €, vous allez faire 2 lavages et vous allez le mettre à la poubelle. Donc si on prend la valeur d'usage, et si on pense valeur d'usage plutôt que
la valeur d'achat brute, ben, en fait, on pense différemment. Et donc, je pense que là, il y a un vrai travail, pour le coup, d'éducation du citoyen face à l'empire de la publicité, hein, parce qu'on a quand même bourré les crânes avec beaucoup de fausses idées. Et ça, c'est un combat qui est en cours et qui est vraiment devant nous. Alors, les prix, monsieur André, Christophe André, les prix, le circuit justement qui eh bien fait un petit peu la facturation, enfin la valeur du produit. Chez vous, chez Sanofi, il y a eu, on l'a vu pendant la crise, cette pénurie des principes actifs. Si on ramène la production des principes actifs en France via une certaine souveraineté, vos produits, pour ne pas le citer, le Doliprane, ça va forcément être beaucoup plus cher. Vous allez perdre des clients. Pas forcément. D'ailleurs, avant l'épisode Covid, nous avions annoncé de toute façon qu'en termes de souveraineté, nous allons relocaliser en Europe avec 6 usines, notamment 2 en France, pour justement que tous les principes actifs, on ait cette souveraineté européenne. Donc pas sûr qu'on ait la conclusion que vous venez d'évoquer. Parce qu'une boîte de Doliprane, je ne sais pas, c'est 2,50 €, un truc comme ça, à peu près. Dans ces eaux-là, oui. De cet ordre-là. Si on le multiplie par 2, je dis Doliprane parce que je crois savoir que c'est effectivement le produit phare, enfin en tout cas le plus vendu par Sanofi en France et en Europe. Si on le multiplie par 2, vous allez forcément en vendre moins. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vendre moins ? Je ne suis pas sur ces sujets, donc je ne suis pas compétent pour vous répondre sur ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, on en vend beaucoup. On en vend 350 ou 400 millions de boîtes par an. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent, mais je ne peux pas vous en dire plus. Oui, bien sûr. Eva Sadoun. Pas les bonnes questions. J'ai envie de vous poser une question par rapport à ce qu'on s'est dit, parce que ça m'intéresse beaucoup le sujet de Sanofi. Et il est très différent des autres sujets d'ailleurs, donc de transition des modèles. Pour vous, quel pourrait être potentiel ? Est-ce que potentiellement vous seriez capable de soutenir une politique publique visant à inciter un groupe comme le vôtre à être capable d'aller, notamment sur des niches en matière de santé, qu'aujourd'hui, en fait, compte tenu des marchés sur lesquels vous n'êtes pas capable d'aller parce que vous restez une entreprise, enfin voilà, il ne faut pas toujours acculer les entreprises, elles ont aussi leur modèle économique. Est-ce que potentiellement il y aurait l'idée pour vous de soutenir davantage publiquement des politiques publiques qui vous permettraient d'aller sur des niches de santé qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par le marché mais qui sont d'intérêt général au vu d'aujourd'hui ce que peut faire l'État et ce qu'il n'arrive pas à faire en matière de prévention ou de produits en fait portés, soutenus, voilà. Bien sûr, tout à fait. Dans le cadre de notre nouvelle feuille de route RSE qu'on a annoncée plus tôt dans l'année, on a 13 engagements. Et l'un de ces 13, justement, c'est d'aborder le sujet de développer des traitements contre le cancer pédiatrique. Aujourd'hui, on a pas mal d'actions au niveau du cancer pédiatrique en termes de prévention, de soutien, de diagnostic, d'accompagnement. Mais par contre, il n'y a pas de traitement pour aborder le cancer pédiatrique. Et donc, on a pris cet engagement. C'est une niche qu'on va aborder. D'autres informations que je peux vous donner. Notre plus gros client en termes de nombre de personnes protégées dans le vaccin, c'est l'UNICEF. On dit qu'on protège 500 millions de personnes par an dans le monde. Ben, le premier client en nombre de personnes protégées, c'est l'UNICEF. Donc on n'est pas forcément à faire des associations prix élevés, marché mature. Non, le vaccin est universel. Le vaccin s'adresse à tout le monde, aux riches, aux pauvres, aux pays du Nord, aux pays du Sud. On a également en développement une combinaison pédiatrique qui concerne uniquement les pays du Sud. Un hexavalent qui va concerner uniquement les pays en voie de développement. Donc on adresse tous les segments de marché en fait. Carole Tawema, vous voulez intervenir ? Oui, merci Eva pour la question. Et, je vais reprendre le sujet parce que sur le prix, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je crois qu'on perd de vue, quand on estime que l'État ne doit pas intervenir, typiquement, lorsqu'on parle des pays du Sud, l'État intervient pour accompagner une entreprise comme Sanofi à livrer des médicaments à l'UNICEF, puisque c'est l'aide au développement. Donc quelque part, les Français, lorsqu'ils paient des impôts, qui vont nourrir l'aide publique au développement,
Enfin, quelque part, en fait, l'État intervient même dans l'économie et dans les business models des grosses entreprises. Et je pense même encore plus dans les business models des grosses entreprises. Maintenant, sur la question du prix, moi je pense que si on la posait différemment, peut-être que la réponse serait différente. Quand vous dites est-ce qu'un prix élevé est une fatalité? Est-ce qu'on demande à un salarié si un prix décent est une fatalité? Est-ce qu'on demande si les conditions de travail dignes et saines sont une fatalité? Il faut toujours faire le lien entre le prix et les emplois, c'est-à-dire qu'on relocalise la fabrication du Doliprane, ça correspond à des emplois créés en France. Et potentiellement un pouvoir d'achat, je l'espère en tout cas, supérieur, même si ça se traduit pas toujours de cette façon. La façon dont nous, on a abordé le sujet, puisque nos prix sont élevés, mais c'est quelque chose élevé. Encore une fois, moi je parle plus de valeur que de prix. Si on arrivait à définir la valeur des produits, on considérait les choses différemment et oui, effectivement, il faut que l'État accompagne, qu'on baisse la fiscalité pour les entreprises et les produits qui sont faits dans le respect de l'environnement et la justice sociale. Et nos prix sont élevés, la valeur de nos produits est importante, on sauve des peaux, ces femmes africaines sauvent des peaux. Moi, j'ai compris l'importance de ce qu'on faisait le jour où une femme a témoigné en expliquant que seuls les produits, notre beurre de karité, pouvait être supporté sur la peau de son fils qui était en traitement de chimio. Je vous assure que jusqu'à présent, pour moi, la cosmétique, c'était quelque chose d'assez superficiel et je ne voyais pas trop l'intérêt, si ce n'est l'impact social et environnemental. Je me suis lancée là-dedans véritablement pour l'impact social et environnemental. Quand une femme vous dit ça, vous comprenez tout de suite pourquoi est-ce qu'il faut que vous accrochiez et l'importance de ce que vous faites. Maintenant, quand on arrive sur le sujet des shampoings, je ramène les shampoings. Oui, mais c'est normal, ce sont vos shampoings. Alors, il y a une personne au sein d'Impact France qui s'appelle Julia Faure, qui défend le fait qu'il faut absolument réduire la consommation et la production de nos produits, changer en fait de modèle de consommation et de production de la marque Loom, qui estime qu'il faut dire, elle n'est pas tout seule, hein, il y a des études qui prouvent qu'il faut diviser par 3 le niveau de consommation des produits de grande consommation, divisé par 3. Il se trouve que nous, en développant ces produits, on s'est retrouvé en fait à développer 2 produits. Donc le shampoing, vous pouvez l'utiliser pour vous laver les cheveux, mais aussi pour démêler et vous laver le corps. En un produit, vous en avez 3. Il nous fallait un après-shampoing, puisqu'on est sur une base de formules différentes, et on s'est retrouvé en fait à supprimer 3 produits supplémentaires. Donc quand vous me posez la question, est-ce que les prix de vos produits sont élevés? Oui, mais en réalité, avec 2 produits, on remplace 6 produits au total. Donc on divise par 3 en fait l'impact carbone, tout en améliorant, puisqu'ils sont riches en karité, c'est notre dada, on met beaucoup de karité dans tous nos produits, en améliorant le revenu des productrices au Bénin et en développant une activité innovante en région Rhône-Alpes. Ce n'est pas impossible en fait, à condition de vraiment le vouloir et bien sûr d'être soutenu par des politiques publiques. Nous aujourd'hui on paye la TVA maximale sur les produits cosmétiques, on paye même une TVA maximale lorsqu'on importe le beurre de karité en France. Objectivement, si l'État ne nous accompagne pas, demain, on va être obligé de rentrer chez nous. Alors, bon, malheureusement, il y a des hommes politiques qui nous poussent à rentrer chez nous, mais moi, je suis française, ça se voit pas, je suis même d'origine bretonne. Mon arrière-grand-père était breton. Donc, j'ai ma couleur de peau qui fait penser que nos produits ne sont pas fabriqués en France. Mais on a choisi la France parce qu'il y a un savoir-faire français. Et que si vous allez en Asie, vous souhaitez vous développer en Asie, c'est un gros avantage d'être français. En revanche, pour aller sur le marché américain, il vaut mieux fabriquer en Afrique. Et donc, nous, on est une petite... les structures comme Caretic, on les appelle des petites multinationales, parce qu'elles doivent composer avec ce qui se passe sur leur territoire d'adoption ou d'origine. Je ne vais pas renier les deux, hein, quoi qu'il en soit. Et en même temps, ils ont une vision du monde qui peut enrichir aussi les entreprises et les structures françaises. Et moi, je demande vraiment à ce qu'on tienne compte de cette part, je ne vais pas utiliser le même terme que le président, mais d'africanité de la France, mais de fait, bientôt on fêtera Noël, c'est du cacao en provenance de pays du Sud qu'on va consommer, quand bien même le chocolat français Made in France est promu. Il y a plein de marques Made in France qui utilisent du coton, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire comme si une part du monde n'existe pas, si on est vraiment sérieux sur la question de sauver le climat et de sauver le monde. Je suis désolée, mais
des migrants. Une personne qui vit bien dans son territoire ne vient pas, enfin, ne migre pas en fait. Donc, à partir de la question du prix, on comprend que ce n'est qu'une question de volonté, de justice sociale et environnementale. Moi, ce qui m'a surpris dans le plan annoncé par le président, c'est qu'à aucun moment il n'est question de formation. Je suis désolée, on peut vouloir développer l'industrie française, etc. Il en a parlé brièvement, je crois. Très, voilà. mais la formation n'est pas uniquement au niveau de l'ingénierie. Enfin, former au métier de l'agriculture, c'est quand même essentiel. Enfin, l'agriculture, je trouve, est le métier qui était un peu oublié. Or, on ne mange pas d'iPhone. Voilà, on a besoin de filières qui nourrissent essentiellement en France et ailleurs dans le monde. Oui. Par contre, j'ai oublié la question. C'était quoi Non, mais il n'y avait pas de question. Vous avez réagi au propos d'un intervenant, donc c'était fort bien réagi. Alors, eh ben voilà, elles sont là, les propositions, c'est fabuleux. Donc, il nous reste... Est-ce qu'on peut afficher les propositions dans l'écran, s'il vous plaît, devant, pour que les intervenants les voient? Et branchez mon micro, s'il vous plaît, merci. Juste du coup, pendant cette petite pause technique, quand même, je veux dire à ma voisine que il y a quand même 2 milliards d'euros qui sont prévus sur la formation et qu'il y a un plan d'investissement dans les compétences de plus de 15 milliards d'euros pour justement former, notamment dans les métiers du maraîchage biologique et de tout ce qui est la transition écologique. Et vous pouvez aller regarder sur le site unjeune-une-solution.gouv.fr. Vous avez 60 000 formations qui sont disponibles, donc n'hésitez pas. C'était 2 milliards sur les 30 ou 2 milliards sur les 9 ? 2 milliards sur les 30 milliards annoncés par Emmanuel Macron la semaine dernière. Ouais, je vous ai perdu là, je suis désolé, mais... Non, je vous en prie. C'est un investissement supplémentaire, mais il y a déjà un plan d'investissement dans les compétences. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement. Mais j'ai voulu faire un petit peu vite. Mais voilà, il y a le plan d'investissement dans les compétences qui est déjà lancé, qui est bâti d'ailleurs avec les collectivités, avec les régions notamment, d'un petit peu plus de 15 milliards d'euros. Et dans le plan d'investissement, il y a effectivement un volet formation assez important, puisque évidemment, pour pouvoir faire cette transition, ces transitions, la question des compétences et du développement des compétences est absolument clé là-dessus. Et donc, le volet est quand même vraiment bien pris dans le plan d'investissement 2030. Voilà, désolé, mais c'était juste une petite précision. Eh ben, vous avez bien fait. Vous avez en face de vous 7 propositions. 7 propositions qui vous sont faites par le mouvement Impact France. Parmi ces 7 propositions, vous allez chacun et chacune à votre tour en choisir une de préférence, une ou deux, qui vous semble être effectivement la plus proche de vos aspirations et être celle qui est la plus facilement réalisable à votre niveau. Première proposition, donc instaurer un index d'impact écologique, autrement dit un impact score. Deuxième proposition, conditionner l'octroi des aides et des investissements publics à une transparence sur les engagements des entreprises. Troisième proposition, faire de l'impact social et écologique la clé de voûte de la commande publique. Quatrième proposition, mettre en place un crédit d'impôt transition pour soutenir la transition des entreprises. Cinquième proposition, 10% des produits locaux de proximité, imposer 10% des produits locaux de proximité. Sixième proposition, créer des fonds régionaux et nationaux pour la relocalisation. Et septième proposition, accélérer le développement des consortiums inclusifs pour des opportunités d'emploi. Petit exercice, du coup, si vous nous dites pourquoi, dites-le nous en 30 secondes, s'il vous plaît, chacun. Je le fais super vite. Moi, donc, je prends la proposition 3. Pourquoi ? Parce que la commande publique, d'où qu'elle vienne, État, collectivité territoriale, c'est répondre à des besoins d'intérêt général, du matériel pour les collèges, nettoyer les rues, etc. Et c'est le message qu'on peut donner aux entreprises pour qu'elles se transforment en mettant des indicateurs et de la progressivité sur les indicateurs. Ça me permet de poser là qu'il y a l'impact score, mais qu'il y a des collectivités territoriales qui travaillent des objets de mesure d'impact. On l'a rendu public la semaine dernière. Nous, on a un objet de mesure d'impact global qui intègre aussi les sujets d'impact en coopération au sein de la chaîne de valeur, mais aussi avec les acteurs de l'ESS et les acteurs de l'insertion.
Et je pense qu'on gagnerait à travailler plus collectivement ces choses pour pouvoir les porter en plaidoyer. Et comme disait Eva, qu'on s'accorde sur les indicateurs, sur ce qu'on veut mesurer, la progressivité. Et c'est comme ça que tout le monde l'intégrera. Laurent. Très rapidement, je vais en citer une pour laquelle je suis favorable et l'autre pour laquelle je suis pas défavorable. Je suis défavorable, pardon. La première, je suis plutôt favorable à l'index d'impact écologique, mais peut-être simplifié. En tout cas, il en existe un aujourd'hui. Hein. Il suffit d'être Bicorp. Bicorp, c'est 300 critères sur l'impact écologique, sur la responsabilité sociétale et environnementale. Nous, on l'est depuis 2017. Voilà, on a été un des tout premiers à l'être. Tout le monde peut y aller. C'est très compliqué. Ça coûte de l'argent. Mais et la défavorable, je suis désolé, je vous coupe. Hein, mais et la défavorable, c'est mettre en place un crédit d'impôt de transition pour soutenir la transition des entreprises. Parce que ça veut dire que tous les pionniers qui sont partis avant, eux, ils n'ont rien eu. Et puis finalement, vous avantagez ceux qui ont été mauvais élèves. Et pour qu'ils rattrapent le train, ben, on les aide. Donc, essayez d'inventer quelque chose qui aide tout le monde, et en particulier ceux qui sont partis premiers et les pionniers. Voilà. Merci. Moi, je prends les 7, mais je vous rassure, je ne vais pas parler des 7. Et d'ailleurs, il y en a quand même un certain nombre sur lesquels on a déjà fait un petit bout de chemin, mais il faut aller évidemment plus loin. Et si j'en avais une vraiment à retenir, je pense quand même que c'est vraiment le 1. Sur l'index, il y a déjà des choses avec l'impact score, avec impact.gouv, etc. Mais on est encore un peu loin du compte. Même moi, j'ai monté une entreprise Bicorp, c'est bien, c'est intéressant, c'est exigeant, mais c'est insuffisant. Enfin, il y a encore des points il y a encore des angles morts là-dessus. Et donc, il me semble que si on arrive à se constituer un index vraiment précis d'impact écologique et social, j'insiste, inclusif, on pourra vraiment avancer beaucoup plus vite sur les 6 autres propositions. Merci. Carole? Alors, ce sera le 1 pour moi, la proposition 1. En sachant que, donc nous on n'est pas une structure de plus de 50 salariés, mais je pense que tant que on n'aura pas compris que la transparence est clé, et que pour atteindre la transparence il faut des preuves, on n'arrivera pas à mettre en œuvre les 7 autres solutions, et on sera face à ce que j'annonçais tout à l'heure, la grande démission de tout le monde. Nous, on a pensé à un outil qui est en cours de construction qui s'appelle Consolideur il y a à peu près 2 ans. Donc c'est une application, c'est l'équivalent de Yuka, mais qui est vraiment va au fond en fait de la notion de transparence, qui fait peur aux entreprises, mais on n'est pas surpris puisque c'est. L'idée, c'est de dire que le consommateur aujourd'hui est en capacité de vérifier, mais en profondeur, ce que les entreprises annoncent. Donc il est préférable d'aller tout de suite sur un outil d'impact, un index d'impact écologique et social maintenant, pour se préparer à ce qui arrive. Donc moi je reste sur la proposition 1 et pour que les autres arrivent par la suite. Eva, ça serait la 1 aussi? J'ai dit la 1 tout à l'heure, donc je vais changer. Peut-être aussi pour rassurer monsieur sur la question du chèque transition. Il est intéressant si effectivement il s'accompagne aussi d'une politique de défiscalisation des investissements dans l'innovation pour les entreprises effectivement qui portent déjà ces projets-là. Mais il est quand même essentiel parce que il faut faire transitionner l'ensemble de l'économie, sinon on restera qu'on sera que niche, etc. Et du coup, si on met en place ça et qu'on met en parallèle un plan de soutien à l'innovation ou de réduction de la TVA pour les produits qui viennent de nos entreprises, en fait, on s'imposera comme pionnier par le fait que ça prendra effectivement plus de temps que de réaliser sa transition. Mais effectivement, ça doit s'accompagner d'un plan de développement de nos entreprises en parallèle d'un accompagnement et d'une aide à la transition des entreprises. Et c'est ce qu'on essaie de défendre en ce moment au niveau du PLF. Donc si vous voulez aussi soutenir ce plaidoyer, on a besoin de le porter collectivement et on a une brèche possible. Donc on va en parler très rapidement sur les réseaux sociaux. Merci. Christophe? Je dirais de manière complémentaire, le premier me plaît bien. Et ça fait écho notamment à des critères RSE qu'on commence à voir de plus en plus souvent dans des appels d'offres. On a la moitié de notre business dans le vaccin qui sont des appels d'offres publics de par les pays. Et on a commencé à voir, ça a commencé en Scandinavie, dans des appels d'offres où il commençait à y avoir des critères RSE. Donc ça serait une bonne continuité et le premier, je pense, est très bien.
Merci beaucoup, Alors, merci à vous tous. Ne nous quittez pas, puisque nous, on aime bien faire rebondir quelqu'un sur ce débat, qui a donc écouté les débats attentivement depuis 1 heure, qui a aussi cofondé accessoirement Time for the Planet. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le premier mouvement citoyen mondial dédié à la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, pour rebondir en 3 minutes sur ce débat, j'accueille Nicolas Sabatier, cofondateur de Time for the Planet. Bienvenue à lui, on peut l'applaudir. Bonjour, bonjour messieurs, dames. Alors, je suis très content d'être ici pour 2 raisons. La première, c'est qu'on m'a chargé de faire une déclusion. Donc, j'ai appris un nouveau mot déjà, donc ça me rend heureux. Alors, une déclusion, c'est une sorte de conclusion qui amène vers de l'ouverture. Et le deuxième élément, c'est qu'on m'a dit, t'as le droit d'être provoque, t'as le droit d'y aller, etc. Alors ça, j'aime bien faire le trublion. Et puis, je vais utiliser le petit côté Time for the Planet aussi pour faire cette petite précision et cette introduction de ma déclusion. Donc, c'est que je viens là en tant que créateur d'entreprise. J'en ai créé 4, toutes avec un impact social ou environnemental. Mais je suis pas là en tant que Time for the Planet. Parce qu'on dit bien à Time for the Planet, nous on n'a pas d'avis sur les choses, on suit ce que nous dit le GIEC et on fait. Le reste, il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que nous pour savoir vers où on doit aller. En l'occurrence, le côté provoque de Time for the Planet et ce qui nous réunit ici, c'est que quelque part, l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut jouer avec les règles. À Time for the Planet, on voulait faire quelque chose, c'était de dire on doit être une société commerciale à but non lucratif. Bon, pour ceux que ça intéresse le pourquoi, je suis disponible après, mais ça c'était très important pour nous. Et notre avocat nous a dit non les gars, c'est pas possible votre truc, c'est l'Assemblée Générale et pas les statuts qui décident de la répartition des bénéfices ou non. Alors ça nous embêtait un peu parce que c'était important. On lui a dit d'accord, alors vous allez conditionner, monsieur l'avocat, dans les statuts, vous allez conditionner le fait que Time for the Planet peut distribuer des dividendes, soumis à l'Assemblée Générale, donc uniquement à condition que l'écart de température à la surface du globe soit revenu à 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc autant vous dire, on n'est pas prêt d'en distribuer et ça nous va très bien. Et du coup, sur les 4 points qui ont été abordés aujourd'hui, je vais amener mon petit côté provoque comme ça. Le premier, c'est de savoir est-ce que c'est une opportunité, etc., la réglementation dans tout ça. Alors, pour moi, tout entrepreneur sérieux, il n'a pas peur de la réglementation, au contraire. Donc, messieurs, dames, les politiques, allez-y, bourrinez, réglementez, changez les choses. On a besoin de vous, ça va accélérer les choses. Et du côté business, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, la créativité, elle vient pas de la page blanche. La créativité, elle vient de la contrainte. Et donc, allez-y. Ne vous inquiétez pas pour ça, on se creusera les ménages. Le deuxième élément, donc, c'était celui alors, je n'étais plus dans l'ordre. C'était quoi le deuxième? Je fais le prix. Alors, le prix, c'était le troisième. L'emploi, tout à fait. Alors, souvent, moi, je me pose cette question, là encore, je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un emploi? Est-ce qu'on a vraiment tous besoin d'avoir un emploi? Moi, je suis pas sûr. Dans le fond, je pense qu'on a besoin d'avoir un toit, on a besoin de pouvoir manger, de s'habiller, d'avoir des amis. À mon avis, c'est ça nos besoins. Et en même temps, on porte ce débat sur l'emploi. Mais peut-être qu'on pourrait décorréler le fait d'avoir un revenu et le fait d'avoir un emploi. Il y a peut-être des possibilités super rigolotes dans un monde qui va ralentir et où du coup l'activité économique peut potentiellement diminuer, plutôt que de tous se taper dessus pour avoir un emploi, peut-être qu'on pourrait être en paix avec un revenu, et puis certains chanceux auront en plus un emploi pour s'occuper, etc., ou donner des coups de main. Voilà, j'ouvre des choses comme ça. Ensuite, donc c'était quoi le deuxième, on a dit? Les prix. Les prix, tout à fait. Alors les prix, est-ce une fatalité? Bon. Moi, personnellement, sur le côté du Doliprane, même si ça monte de 20 centimes la boîte, tant que j'ai mal aux dents, j'en achèterai. C'est pas ça qui va m'inquiéter. Ce que je veux dire sur les prix, souvent, du coup, je reçois des créateurs ou des créatrices d'entreprises qui viennent me voir en disant, ils veulent tous avoir de l'impact social, environnemental. Et puis, fatidiquement, quasiment tout le temps, ils arrivent à ce truc-là de me dire, ah mais oui, ça sera un peu plus cher, ou beaucoup plus cher, mais c'est pas grave. Les gens, comme c'est mieux, comme c'est plus éthique, comme c'est plus vert, ils sont prêts à payer plus. Je me dis, merde, on va jamais s'en sortir, parce que si le but c'est de massifier la consommation responsable, on peut remettre en question encore le mode consommation, mais bref, est-ce que la vraie question, ça pourrait pas être plutôt de se dire, on vient se voir et on se dit, ok, pour l'instant mon produit il est plus cher, mais mon objectif c'est de faire qu'il soit aussi peu cher que le produit dégueulasse du supermarché,
pour que là, il y a des vrais choix, en fait, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Et donc, j'aimerais bien que les nouvelles générations d'entrepreneurs se posent aussi cette question-là. Comment faire baisser les prix des choses plus écolo? Là, on serait vraiment concurrentiel par rapport au monde d'avant. Et puis, dernier élément, c'est est-ce qu'il faut plutôt punir ou récompenser? Et alors moi, je viens du monde de l'éducation populaire, donc notamment j'étais organisateur de colonies de vacances éducatives. Et une colo, c'est vraiment un mini-système, une mini-société. Pendant 15 jours, on va avoir un groupe d'enfants qui viennent de tous horizons, qu'on ne connaît pas. Et ce qui va se développer, c'est une culture commune. On va mettre en place certaines règles, un cadre de valeurs. Et là-dessus, j'en suis absolument certain, il faut absolument valoriser. Parce qu'en fait, ça va changer tout l'état d'esprit entre les membres de ce système. Si, dès qu'un enfant fait une connerie ou fait un truc pas bien, on passe notre temps à se pointer du doigt, à dire c'est pas bien, etc., en fait, clairement, ça crée une ambiance de merde. Hein. C'est pas sain du tout. À l'inverse, il y a quelque chose de fascinant, c'est que quand n'importe quel enfant se met à faire des choses fantastiques au sein de ce collectif, de cette mini-société, et ben tous les autres enfants, non seulement le valorisent, le mettent en avant, ça pousse, ça crée de l'énergie, mais surtout ça inspire les autres tout autour, qui se mettent eux aussi à faire des choses positives. Et donc là-dessus, moi je suis radical, il n'y a pas de débat, il faut absolument surtout créer une société où on incite les gens à faire bien. Voilà, c'est ma déclusion, messieurs, dames. J'étais ravi d'être parmi vous et je suis disponible si besoin. Merci beaucoup, Nicolas. Et évidemment, merci à tous les intervenants. Merci de vous être prêtés au jeu du grand débat. Oui, un dernier mot? Je vais utiliser mon privilège de femme noire. Pardon. Voici une pétition qui est actuellement portée au niveau de la Commission européenne pour apporter plus de transparence dans l'industrie cosmétique sur le cas du beurre de karité. Donc on va vous la distribuer si vous avez le temps de la lire et de la signer, ça serait merveilleux. Je vous remercie. Eh bien, signez donc cette pétition. Et merci à tous les 6, à tous les 7 et à Boris pour ce débat passionnant. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc dans 1 heure ici même pour la plénière. Non, l'impact networking finance. Il y aura des pitchs de financeurs. Et puis, il y aura évidemment d'autres masterclass qui s'affichent derrière moi. Respecter la biodiversité. Améliorer la gouvernance pour partager la décision. 1 heure pour comprendre Bicorp, pour approfondir ce qui s'est dit ce matin. Rendez-vous financeur, donc c'est l'impact networking finance. Et nous aurons... Ah non, pardon, pas du tout. Il y a le pitch financeur et le rendez-vous financeur. Un workshop sur...